Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Et oui, ça fait 3 semaines, hein, je vous l'avais dit. Bon, ça va, j'ai quand même lu un peu plus qu'un seul livre, je suis contente. Je vais commencer par une lecture numérique, voilà, ça sera plus simple. J'ai lu sur la Kindle Safety Measures de Maeve Hazel. Il est en anglais. Je ne sais plus s'il est disponible en français. Je vous invite à aller vérifier. J'ai beaucoup aimé. C'est du contemporain. Et là, on est avec Blaze North et Ares Hart. Oh là là. Alors, déjà, j'aime beaucoup parce qu'on est un peu comme dans les films américains où nos deux protagonistes vivent dans des maisons quasi côte à côte. Du coup, ils se rejoignent le soir en passant par les fenêtres de leur chambre. Ils se rejoignent sur le toit et tout. Il y a un petit endroit qui réunit en fait les deux maisons, donc ils se retrouvent là et ils papotent et tout. Ah, j'adore. Donc voilà, on a Blaze. C'est la fille, et Ares, le garçon, donc ils se connaissent depuis très longtemps. Et premier chapitre, on les voit pré-ados, premier baiser. Et bon, ça se passe pas très bien, quoi. Et du coup, après, il n'y a plus rien. Et on les retrouve des années plus tard, où ils sont adultes, jeunes adultes. Et Blaze, elle veut devenir écrivain. Alors, son histoire à elle est quand même un peu particulière. Elle habite seule avec sa grand-mère car ses parents sont morts d'un accident de voiture. Mais sa grand-mère s'occupe très bien d'elle. Mais oh là là, ça m'angoissait parce que sa mamie, on voit qu'elle a des problèmes de santé. Du coup, Blaze, elle est aux 400 coups pour sa mamie et tout. Enfin bref, ça m'a vraiment touchée, sa relation avec sa mamie. Pauvre petite mère. Et Ares, de son côté... Lui, il vit seul avec son frère, qui est un peu plus jeune. Et, oh mon Dieu, alors lui aussi, oh là là, l'histoire familiale. Son père est parti. Il a des bons rapports avec son père, mais le père est quand même parti. Hein. Il a abandonné ses 2 gosses pour aller refaire sa vie parce que la mère de Ares et de son petit frère est une alcoolique violente, qui frappait Ares, mais elle y allait de bon cœur, quoi. Donc, il a pas mal de traumatismes. Et petite particularité, Ares, c'est malentendant. Pas à 100%, parce que moi, j'avais pas capté au début, en fait, qu'il était malentendant. C'est après. Mais c'est pas une évidence, quoi, si vous voulez. On n'en parle pas des masses jusqu'à un certain moment du livre, sans vous spoiler. Voilà. Et donc... Blaze et Ares, là le contexte familial. Ares du coup s'occupe de son petit frère, voilà. Je ne sais plus dans quoi il travaille, je ne sais plus ce qu'il fait. Bref, c'est pas très important, mais toujours est-il qu'il soutient fortement Blaze dans la publication de son premier roman, tout ça, et aussi par rapport à sa grand-mère. C'est ça que j'adore en fait, c'est que les 2 frères vivent tout seuls depuis un moment, et du coup la mamie de Blaze, c'est un peu la mamie de tout le monde. C'est que en fait tout le monde rentre tout le temps chez elle comme dans un moulin, elle les connaît depuis qu'ils sont tout petits. Donc c'est aussi un peu comme leur grand-mère, donc à chaque fois tout le monde rentre chez elle, va dans la cuisine, voit la mamie et tout, donc voilà, c'est vraiment au final une petite famille à eux 4, et voilà, les 4 personnages sont très touchants, et tout se passe quasiment dans la maison, hein, de l'un ou de l'autre, mais surtout chez Blaze. Donc j'ai bien aimé aussi, je dirais pas que c'est un huis clos, mais en tout cas, ça se passe beaucoup dans les maisons. Et en fait, on voit, c'est un Friends to Lovers. Parce qu'au final, je vous dis, hein, le premier baiser raté, qu'après, il ne soit plus rien passé. Blaze, ça l'a grandement perturbée. Elle s'est dit, ok, plus jamais, toi, je te rembrasse de toute ma vie. Il ne se passera plus jamais rien entre nous. Et au final, là, on ne sait pas pourquoi, hein, d'un coup, Ares se réveille et se dit que, au final, ma meilleure amie, voilà, j'aimerais bien qu'il se passe un truc, quoi. Et au final, ils vont se mettre d'accord, je dirais pas pour être des sex friends, mais pour, disons que, comme lui, c'est pas encore vraiment bien, c'est lui qui saoule, hein, réellement. Et elle, du coup, elle se met aussi à douter. Ils se disent, ok, tu sais quoi, on s'embrasse pas sur la bouche tant qu'on n'est pas certain qu'on est amoureux.
Du coup, ils font des trucs, mais ils s'embrassent jamais sur la bouche, quoi, voyez-vous. Et voilà, du coup, on est sur ce fil du rasoir tout le long du livre. C'est que, ouais, il y a une romance qui se développe, mais en même temps, on ne sait pas s'ils vont finir ensemble parce qu'on voit que tous les deux, ils se retiennent, quoi. Il y a des trucs. Et après, en plus, il y a la mère qui revient dans le délire et elle... Oh mon Dieu, ce personnage, quoi. Qu'est-ce que... Oh là, je vais rien dire. Je ne vais rien dire. Mais horrible, cette bonne femme. Horrible. Le père, oh, il est mignon, mais bon, bref, voilà, quoi. Le petit frère de Arès, il est trop chou. Lui aussi, je l'adore. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on ait un tome sur lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je dis bien. Pourquoi pas? Si elle doit poursuivre l'autrice, why not? Mais ouais, voilà. Personnage secondaire très attachant. Surtout la mamie. Coup de cœur pour la mamie, mais nos deux là, oh là 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 là, j'ai eu de la peine pour Arès parce qu'à un moment donné, je vous dis, il se passe quelque chose à cause de sa mère là, oh, et oh mon Dieu, que de révélations, que de choses qui explosent, de choses qui vont changer après, et Arès me fend le cœur, Donc je peux pas dire plus parce que je ne veux pas spoiler. Mais romance contemporaine avec deux personnages qui ont un sacré bagage et en même temps amis, peur de détruire cette amitié, mais en même temps sentiment très très fort qui monte, mais en ayant quand même une petite retenue. Ah, j'adore. C'est pas très spicy, je le précise. Il y a quelques scènes spicy, mais c'est pas à chaque chapitre, quoi. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas, pouvez les squeezer, hein. Il n'y en a pas des masses. Mais ouais, franchement, romance contemporaine, très sympa. Il y avait la juste dose de tout, en fait. La juste dose comment dire, d'évolution des sentiments, de jalousie, de drame, de mon Dieu, là, qu'est-ce qui se passe, au secours. Et voilà, il y avait le juste dosage. Il y avait un petit peu de tout, mais c'était bien dosé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors là aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai fini Quicksilver de Callie Hart. M'en voulez pas, c'est en anglais également, mais il va être traduit. Il va être traduit tome 1. D'après ce que j'ai compris, oui, il y a un 1. Donc, il y a une suite. Alors là, pour tout vous dire... Non, je dirai après. Je vous raconte d'abord le résumé du livre. On est avec une jeune femme qui s'appelle Saeris Fane. Et alors par contre, alors soit c'est moi qui, vu que je lis moins, j'ai galéré, mais je trouve que l'anglais là, il est un peu plus difficile que les romans que je lis d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'on parle de matériaux, enfin, j'ai manqué de vocabulaire pour ce bouquin. Du coup, il y a des trucs que j'ai pas compris. Je suis forcément passée à côté de certains trucs parce que je captais pas tout. Il y avait des mots, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, flemme. Coucher comme ça, téléphone pas à côté, flemme d'aller consulter Google Trad. Du coup, je me suis dit, non, tant pis, je vais essayer quand même de comprendre. Mais voilà, je vous cache pas que des fois, j'ai été un peu perdue. En plus, il y a des noms de patelins. Enfin bref, c'est un univers de fantaisie. Hein, là, pour le coup, rien à voir. Hein, fantaisie. Et on va rester sur la fantaisie. Donc, j'ai un peu eu du mal. Grosso modo, on est dans un monde, au début, avec une jeune femme qui vit... alors, ils ont une reine abominable, qui les laisse crever de soif. Saeris, là où elle vit, sa mère est morte, pas de père, etc. Là où elle vit avec son frère, il n'y a pas d'eau. C'est un désert, quoi, en fait. Mais un désert... comment dire? Je perds les mots en ce moment. Un désert cloîtré. C'est un quartier où ils vivent, qui est enfermé, ils ne peuvent pas sortir, il y a des gardes, etc. Et ils sont rationnés en flotte. Et en tout, hein, nourriture, etc. Donc ils crèvent de faim, de soif, tout ce qu'on veut. Du coup, Saeris, elle excelle dans l'art de voler. Pas le choix, hein, pour elle et son frère, faut bien vivre. Travailler, c'est pas suffisant. Donc elle va voler de l'eau. Voilà, dans le réservoir de la reine. Et c'est comme ça qu'elle vit de petits larcins. En plus de son boulot, elle forge des épées. Et son employeur, du coup, c'est comme un père pour elle. Donc elle vit là avec son frère. Et un jour, elle vole un gant en or d'un garde. Oh, truc qu'il fallait pas faire, mais au moins elle se dit, si je fonds l'or et qu'après je le revends, je suis tranquille longtemps avec mon frère. Là, pour le coup, voilà.
Et bon, elle finit par se faire choper par la reine qui la met dans un cajot, je sais pas quoi. Mais là, elle nous fait un peu un remake du roi Arthur. Elle trouve une épée qui est plantée dans un socle et quand elle la sort, là, il y a comme une mare de Quicksilver. Donc Quicksilver, c'est du... oh mince, c'est silver, métal, voilà. Il y a une mare de métal qui sort un mec. C'est monsieur. C'est Kingfisher. Pas ces détails, mais elle va se retrouver finalement avec lui. Il va la sortir de ce guêpier et il la ramène dans son monde, qui n'a rien à voir. C'est un monde polaire. Il neige, il fait froid, etc. Du coup, elle lui dit, bah t'es mignon mon coco, mais moi j'aimerais retourner chez moi pour sauver mon frère, parce que là, je peux pas le laisser comme ça. La reine, elle va voir que je suis plus là, va se venger sur lui et sur tous mes voisins, etc. Parce que la reine est complètement folle. Hein. Je dois retourner chez moi. Et ah bah non, j'ai besoin que tu me fabriques des reliques pour protéger mes soldats. Je vous la fais courte, hein, parce qu'il y a vraiment, il est pas petit, hein, il se passe beaucoup de choses. Donc je vous épargne les détails où je vais vous perdre, je vais à l'essentiel sans vous spoiler non plus, ne vous inquiétez pas. Donc pour qu'elle lui fabrique des reliques, pourquoi ? Bah parce qu'en fait, Saëris, oui, ça aussi, elle le cachait à la reine, on le sait tout de suite, hein, là je ne spoile rien, elle sait manier le métal. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a, en faisant la roi Arthur, là, elle a pu faire le roi Arthur, si vous voulez, par rapport à l'épée, de quoi elle est faite, la mare de métal, etc. Voilà, Saëris sait parler au métal. Le métal a une voix, le métal l'écoute. Et du coup, il veut qu'elle lui fabrique des amulettes avec le métal pour protéger ses soldats parce qu'il y a une guerre. C'est un monde en guerre. Lui aussi, de son côté, c'est pas mieux. D'accord, ok, mais je sais pas comment faire ça. Mes pouvoirs, je les contrôle pas. Donc, c'est pas grave, t'apprends, tu te débrouilles. Ok, bon, pas le choix. Kingfisher de son côté, moi, elle l'a sorti d'une mare de métal. Donc, tu viens d'où en fait ? Alors oui, elle l'a sorti. Merci d'ailleurs Saëris parce qu'il était condamné depuis plus de 100 ans. Ça faisait 100 ans qu'il errait, il errait pas. Bon, je vous spoil pas. Il était emprisonné, on va dire, en enfer. On l'a torturé pendant plus de 100 ans. Et quand Saëris a donc joué au roi Arthur et qu'elle l'a fait sortir de cette piscine, cette mare de métal, bah, en même temps, lui, il est arrivé. Il a été attiré par ça et du coup, elle l'a sauvé de cet enfer. Donc, ok, elle essaye de contrôler ses pouvoirs. Donc, elle apprend un peu plus sur ses pouvoirs tous les jours pour lui faire ses amulettes. Mais bah, du coup, en étant avec Kingfisher, elle va se dire, tes oreilles, elles sont pointues, pourquoi ? Elle est humaine. Hein. Donc en fait, elle va découvrir tout un monde de traditions qu'elle a entendu parler, mais elle ne pensait pas que ça existait encore. Donc elle va découvrir tout ce monde-là. Elle va découvrir forcément plein de compagnons qu'elle va rencontrer grâce à Kingfisher. Et du coup, elle va un petit peu prendre part à leur combat. Finalement, parce que tout est lié, hein, la reine qu'elle connaît, le roi de machin, au final, tout est lié. Et vu les pouvoirs maintenant qu'elle a un rôle dans tout ça à jouer. Donc elle peut pas non plus faire comme si, non, c'est pas mon combat, quoi. En plus, elle va tomber amoureuse de Kingfisher. Ce livre-là, je ne veux pas du tout vous spoiler, mais grosso modo, monde de fantasy avec différents mondes, différentes réalités, même on va dire ça comme ça. C'est même pas en fait, si vous voulez, sur la même planète qu'ils sont. Ils changent de monde en passant à travers une piscine de métal. Ils se retrouvent dans un autre monde. Et ça, je ne l'avais pas capté au début. Je l'ai compris au fur et à mesure du bouquin parce que elle, où elle est dans son truc de désert là, elle a 2 soleils et quand Kingfisher la ramène chez lui, il n'y en a qu'un. Et après, il lui explique que non, ils sont même pas dans un autre pays, ils sont dans une autre réalité, une autre dimension. Voilà, donc c'est très très loin les uns des autres. Mais c'est à travers donc à travers des puits, des mares de métal. Tu rentres dedans, tu te retrouves ailleurs. Un peu comme un portail à la Stargate, si vous voulez. Ce sera plus parlant comme ça. Stargate. C'est pour ça que je vous dis tout ça, j'ai eu du mal à capter. Après, les imbrications entre les rois, le méchant, etc. Des fois, je me disais, attends, pourquoi lui, du coup, il veut combattre un tel ? Et c'est quoi déjà la motivation ? Ah oui, d'accord, ça nous ramène à telle époque, bien avant.
Ah, des moments, c'était un petit peu compliqué. Ça serait mieux passé en français. Mon avis, du coup, sur ce premier tome, j'ai adoré. Bien que j'ai galéré à comprendre en anglais, j'ai adoré. On a un renard, s'il vous plaît. Saëris tombe sur un renard des neiges et ça devient comme son chien, quoi. Ah, j'adore. Kingfisher. Bon, on peut pas y en vouloir d'être grincheux, hein, monsieur. Il a souffert le martyre. On apprend très loin, hein, le genre de truc qu'il a pu vivre. Oh, Bibou, oh non, ils me font le cœur. Mais au début, les vaches avec Saëris, ça passe pas du tout. Mais c'est lui, hein. Elle lui fait rien. Mais il est méchant. Mais par contre, je tiens quand même à dire que Saëris est une badass. Mais c'est pas la badass qui va se la ramener tout le temps en mode je suis une badass, vous voyez? Parce que là, je vais en parler après d'une autre badass qui m'énerve un petit peu justement. C'est pour ça que là, j'y pense. C'est une badass qui en même temps sait rester à sa place quand il le faut, même si des fois elle écoute pas trop, mais elle est pas complètement écervelée et genre j'écoute personne. Voyez-vous, elle est le juste dosage. Et des fois, elle me fait rire. Des fois, quand elle s'énerve, elle a des répliques. Enfin, c'est même pas tant les répliques, c'est la façon de parler qui me fait rire. Et avec Kingfisher, qui est très taciturne, mais qui en même temps a la langue bien fourchée, hein, quand il lui parle. Ah, il lui sort des trucs, c'est vache. Mais elle relève pas tout le temps, parce que se dit, ok, pas la peine. Mais les quelques fois, ils vont s'embrouiller, franchement, ils me font rire. Mais c'est un bon duo qui marche bien. Et pour vous dire, au final, à la fin, je me suis dit, punaise, mais en fait, ce premier tome me fait grandement penser à ACOTAR, un palais d'épines et de roses. Pas du tout au niveau de l'histoire, hein, parce que rien à voir. Mais disons que j'espère que l'autrice va pas se foirer avec les tomes suivants, parce que pour moi, on pourrait être du coup sur un coup de cœur à la ACOTAR, parce qu'ACOTAR, j'adore, hein. J'adore, je suis à fond. Je les ai lus plusieurs fois, j'attends la suite avec impatience, c'est très long à venir. Et je me dis, punaise, mais là, elle a vraiment créé un univers où il y a de quoi faire un truc à la ACOTAR. Et mon Dieu que ce serait bien, parce que du coup, Kingfisher me fait beaucoup penser à Rysand. Rysand aussi, hein, il avait été... ou Rysand, pour ceux qui préfèrent. Moi, c'est Rysand. Il avait été aussi maltraité et emprisonné par la folle Larousse, la Amaranta, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a aussi un truc de destinée, un truc d'âme sœur. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, mais ouais, en fait, on voit hein, qu'il va y avoir encore d'autres batailles qui vont suivre, hein, mais c'est un très bon tome. C'est pas un tome introductif, je tiens à le préciser. C'est pas, on n'est pas là face à un tome où on se dit, ah ok, elle plante l'histoire. Non, il se passe énormément de choses. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, on est sur un genre d'ACOTAR, bien que dans ACOTAR, attendez, j'ai un doute affreux là. Est-ce qu'il se passait beaucoup de choses dans le tome 1? Je crois que c'est plus dans le tome 2 hein, que ça commençait à... Voilà. Ouais, pour moi, lui, il est un peu comme le tome 2 d'ACOTAR. Voyez-vous, c'est que jusqu'à la fin, en fait, je l'ai vu après le 1. Je me suis dit, c'est un one-shot. À la fin, tu comprends que non, il va encore se passer des choses. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il aurait pu être un one-shot dans le sens où il y a assez de matière. C'est pas juste un tome introductif. Il se passe beaucoup de trucs. Donc, génial, quoi. Génialissime. Peut-être le début un peu long, si je devais faire une critique. Peut-être le début, j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Mais après, à un moment donné, bam, 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 ça n'arrête plus, quoi. Donc, j'ai adoré. Du coup, j'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de voir comment nos amoureux vont évoluer. Comment je peux pas dire, du coup, mais comment ce truc de mate, de destinée, tout ça, l'âme sœur, comment ça va évoluer? Voilà, j'ai peur. Et des personnages secondaires, mention spéciale pour Carrion, que je pensais que j'allais pas aimer. On le rencontre très vite hein, dans le roman, il est dès le début et on le prend pas pour un personnage... au début, on croit pas qu'il va être aussi important. Et quand j'ai vu qu'il allait être dans le décor longtemps, je me suis dit, bon, est-ce que ce personnage-là, il va apporter quelque chose en plus ou c'est juste au moment où il arrive, voilà, il apporte un petit truc et après basta. Mais non, ça a été la surprise
ce personnage, je me suis vue tomber amoureuse de lui au fur et à mesure, mais tomber amoureuse dans le sens où c'est le rigolo du bouquin en fait. C'est celui qui sort des trucs, c'est genre le tombeur, voilà, il croit qu'il est le plus beau, que ceci, que cela, et il me fait trop rire. Et personnage beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense, en plus de ça. Du coup, ouais, je me dis, mais si elle nous fait une saga à la ACOTAR, j'espère qu'il aura son tome. Je veux voir aussi, lui, de son côté, ce qui peut lui arriver, tout ça, parce qu'il me fait trop rire. Heureusement, parce que ça fait pas rigoler l'histoire. Hein. Donc, à part, comme je vous dis, par moments, Saïris, qui est comique quand elle s'énerve, mais sinon, il n'y a rien de drôle du tout. Hein. Heureusement, Carrion est là pour alléger l'ambiance et pour sortir des trucs au moment où tu t'y attends pas, tu dis mais c'est Carrion, voilà, c'est Carrion. Il me fait trop rire. Sa relation en plus avec Kingfisher, j'aimerais bien qu'elle se développe au fil du temps. Pour moi, ça serait un parfait enemies to friends, eux deux. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Mais ouais, Carrion, il éclipse heureusement et malheureusement du coup d'autres personnages qu'il y a et qui aussi, hein, je pense, peuvent avoir une très bonne storyline à eux seuls. Mais Carrion, quoi. Carrion, je l'adore. Donc voilà, que vous dire de plus. Je suis en amour sur ce bouquin. Je pensais pas, parce que je vous dis au début, j'ai un peu eu du mal. Mais je vois le coup de cœur saga se profiler comme avec ACOTAR. Parce qu'il y a quand même des choses qui ressemblent. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, alors, j'ai terminé le tome 3. C'est La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout. Donc le premier, c'était Le sang et la cendre. Le deuxième, je ne sais plus. J'ai eu du mal. Hein. Autant le 1, Le sang et la cendre, je l'avais dévoré. Le 2 aussi, quand même, je l'avais lu assez vite. Mais alors lui, j'ai mis des mois à le lire. Je galère. C'est embêtant parce que j'ai acheté toute la suite, même ceux qui sont... je sais plus parler la France. Les bouquins en parallèle, l'histoire en parallèle là, qu'il y a, je sais plus comment on dit ça, les histoires annexes, les histoires... je sais plus parler. Bref, donc je me dis... alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai du mal. Il n'est pas petit, hein. Je crois que j'étais peut-être pas dans le délire fantasy. Non, en fait, non. Puisque lui, je vais pas dire que je l'ai dévoré parce que j'ai pas le temps de dévorer les livres comme avant, mais j'ai pas mis des mois à le lire. Je l'ai lu beaucoup plus vite. Lui, je commençais à y aller à reculons. C'est pour ça que ça m'a pris des mois pour lire un livre, imaginez-vous. Hein. Je le prenais de temps en temps, quoi, et je lisais d'autres trucs en parallèle. C'est mauvais, c'est pas bon signe chez moi. Pourtant... Dieu sait que j'adore Castille. Poppy, comment dire? C'est pas qu'elle me gonfle, c'est l'autrice qui m'agace un petit peu, dans le sens où on a les mêmes blagues que dans le tome 1 et le 2. On a compris. On a compris que Poppy posait toujours 15 milliards de questions. On a compris que Poppy tapait sur Castille quand elle était énervée. Ça fait 3 tomes qu'on se mange ces trucs-là quasiment à chaque chapitre. Alors, comment dire? C'est pas ce qui m'agace, si vous voulez, c'est pas le fait que Poppy pose des questions, c'est pas le fait que Poppy s'énerve contre Castille, c'est le fait que les personnages secondaires le relèvent à chaque fois. Exemple, il y a une situation, on explique un truc à Poppy, et elle, dans sa tête, ça tourne, donc elle se pose plein de questions sur ce qu'on lui explique, et là, tu as un personnage secondaire qui va lui dire « Ah, je sens que Poppy doit encore se poser plein de questions. Elle va encore nous poser une question. Poppy, t'as encore des questions. » Voilà. Et pareil pour sa relation avec Castille, qui est très passionnelle, mais bon, du coup, voilà, quand il l'énerve, elle le tape, le poignarde au choix. Dès que Castille la titille, il y a encore quelqu'un qui va dire « Ah, t'as envie de tuer Castille, là t'as envie de lui mettre un coup de poignard. » C'est bon, on a compris. C'est comme ça depuis la fin du tome 1 ou le début du tome 2. C'est bon, quoi. Et c'est tout le temps cet effet de répétition. Oui, c'est bon, on a compris que Poppy, elle posait beaucoup de questions et qu'elle poignardait de temps en temps Castille. On peut ne plus en parler, s'il vous plaît, et juste laisser la scène se dérouler comme elle se déroule. Oui, c'est ça, en fait, qui m'agace.
c'est toujours la répétition et d'insister sur le fait que Poppy, elle est comme ça et qu'elle réagit comme ça. Ça fait 3 tomes, on l'a compris. Merci. Il se passe beaucoup de choses. Et là, pourtant, c'est en français. Hein. Ça me perd un peu. Pourtant, j'avais relu les tomes 1 et 2 avant de réattaquer le tome 3. Mais comme j'ai mis beaucoup de temps à le lire, des fois, je me disais, attends, ah oui, d'accord. Ça, c'est machin. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas dans un pur mood fantasy? Même si là, pour ne rien vous cacher, Quicksilver m'a remis dedans. Là, du coup, je vais commencer The Witch Collector. Voilà, c'est ça. Je vous mets la photo. Je l'ai sorti, je vais commencer. Je voulais attaquer justement le tome annexe de cette saga, mais je suis plus hypée pour lire autre chose. Je sais pas en fait ce que j'ai eu avec ce tome 3. Je saurais pas vous dire. Je sais pas pourquoi je décroche de cette histoire. J'aurais limite aimé savoir que c'est la fin. Parce que je me dis, oh punaise, il y a encore 2 tomes de l'histoire parallèle à lire. Plus après, il faut revenir dans cette histoire-là. Je sens que je vais mettre beaucoup de temps et c'est pas bon parce que du coup, je vais oublier plein de détails et je vais encore moins comprendre. Et si je comprends encore moins, je vais encore plus décrocher. Donc je sais pas, je commence à avoir un sentiment mitigé avec cette saga. J'ai envie de vous demander, est-ce que la saga annexe est bien ? Est-ce que vraiment on rentre dedans à fond? Est-ce que la suite de celle-là est bien? Parce que je commence à y aller à reculons. Donc, je suis mitigée. Je ne vais pas vous faire un résumé parce que je ne veux pas spoiler. D'habitude, je le fais. Mais là, je ne prends pas le risque parce que comme j'ai mis du temps à le lire, j'ai peur de confondre des événements du tome 3 et du tome 2. Donc, je veux vraiment rien vous spoiler, donc je ne dirai rien. Voilà, par peur de faire une boulette, je dirai rien. Mais Poppy et Castile, c'est toujours l'histoire entre les Atlantiens et les Vampires. Oui, ça avance. Il y a les dieux aussi là qui rentrent en ligne de compte. On en apprend beaucoup plus également sur Poppy. C'est très bien. Mais c'est ça en fait le problème aussi quelque part. C'est que petit à petit, on apprend des choses sur Poppy. Mais en fait, les miettes qu'on apprend, ça amène à 15 000 hypothèses. Du coup, j'ai l'impression de retenir quelques hypothèses. Et au moment où, du coup, on apprend vraiment le truc, je me dis, mais attends, c'était pas ça, en fait, qu'elle devait être. Non, en fait, il y avait tellement d'hypothèses à chaque fois qui étaient amenées en avant que ça rentrait dans mon cerveau. Et en reprenant ma lecture au fil du temps, je croyais que c'était quelque chose d'acquis. En fait, non. Non, bref, je crois que c'est pour ça que ça m'a embrouillée. Et je suis désolée, je sens que je vous embrouille aussi. Je pourrais même pas vous dire là. Ça fait 1 semaine que je l'ai fini. Je me rappelle même plus de ce qu'elle est vraiment. Parce qu'au final, y a trop de trucs mélangés. Donc je me dis, ouais, il faudra vraiment que je revienne dedans pour voir concrètement ce qu'elle est. Parce qu'il y a eu plein de révélations. Je trouve que ça embrouille le lecteur. Enfin, moi, perso, en tout cas, si tu le lis pas d'une traite et que comme moi, tu reviens de temps en temps dedans, tu t'embrouilles sur ce que tu as lu avant, sur ce que tu as retenu et ce que tu apprends après. Moi, ça m'a perdu. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Peut-être que j'aurais dû le lire plus vite. Ça aurait été plus frais dans ma tête et je me serais moins mêlé les pinceaux. Je sais pas. Bref, nous verrons bien. A contrario, voyez-vous, là-dessus, Saëris, on ne savait pas ce qu'elle était au début. Après, on l'apprend. Mais quand on l'apprend, on l'apprend. Voilà. Alors après, on ne sait pas à quel point l'étendue de ses pouvoirs. Mais au moins... l'info, elle est quand même beaucoup plus claire que là, à force de dire, ah, elle est peut-être ça, ah bien, finalement, elle est peut-être ça, ah, vous m'avez perdu, les gars, à la fin, vous m'avez perdu, quoi. Voilà, mon avis sur Le sang et la cendre, tome 3, La couronne d'os doré. Je suis sceptique, et pourtant, j'adore Castile, hein. J'adore son histoire d'amour avec Poppy, mais là, ça commence à faire un peu lourd, voyez-vous. Donc bref, voilà, ce n'est que mon avis, hein, mon ressenti. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère vous retrouver dans pas trop longtemps pour vous parler un petit peu d'autre chose. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez lus, si vous comptez les lire. Et ça, de toute façon, je garde un œil, hein, je vous tiens au courant dès qu'il sort en français. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.